Bonsoir à tous, merci à vous de nous rejoindre pour un nouveau journal des sports sur i24 News, une édition riche en résultats et en belles images aujourd'hui. Alors surtout, je compte sur vous, ne changez pas de chaîne, restez avec nous, on est parti. Et je vous propose d'ouvrir cette émission par un merveilleux voyage. On part à la découverte d'une compétition unique au monde. Le World Challenge Marathon s'est terminé à Sydney. Cette compétition exige beaucoup de ses participants. 7 marathons en 7 jours sur 7 continents différents. Une épopée presque irréelle qui amène les coureurs de l'Antarctique en Australie, en passant par le Chili, les États-Unis, l'Espagne, le Maroc et Dubaï. Une aventure hors du commun qui mérite d'être connue et racontée. Regardez. C'est une compétition unique au monde. Le World Challenge Marathon s'est achevé à Sydney. Il s'agit d'une compétition qui propose à ses participants de disputer 7 marathons en 7 jours sur 7 continents différents. Un défi épuisant, l'une des courses les plus dures au monde, mais surtout un saut dans l'inconnu pour les coureurs avant le départ. Aucun d'entre nous n'a fait quelque chose dans ce genre parce que cela n'a jamais été fait auparavant. Cela va être intéressant. Pour le moment, tout le monde est content. Sur les 12 participants, 11 sont des hommes pour une seule femme. Ils ont en tout parcouru 295 km à pied et 38 500 km en avion. Les athlètes ont couru sous des températures extrêmes, la neige en Antarctique et 40 degrés en Australie, avec seulement quelques heures dans l'avion pour se reposer. Il y a des changements de température. En plus, les heures de vol, ce n'est pas idéal. On n'a pas le temps pour s'asseoir et manger calmement. C'est plus des repas à bord des avions. Et cette combinaison de facteurs, c'est le problème auquel ils font face. Les coureurs descendent de l'avion, courent et repartent aussitôt pour la destination suivante. À chaque arrêt, des experts locaux se sont assurés d'organiser le marathon dans les règles de l'art, avec les distances précises. Après avoir couru en Antarctique, au Chili, aux États-Unis et en Espagne, c'est sous la pluie de Marrakech que les organismes ont commencé à fatiguer, alors qu'il reste encore 2 autres marathons à parcourir. Pas un moment de repos ne leur est accordé et ils s'envolent cette fois pour Dubaï où ils ont la chance de rencontrer le champion olympique et 5 fois champion du monde, Haile Gebrselassie, l'une des icônes du monde de l'athlétisme. Je suis ici à Dubaï, je voudrais souhaiter bonne chance à tous pour ce World Marathon. 7 continents en 7 marathons, continuez comme ça. Une course épique, 295 km et 59 heures dans les airs. Terminer cette compétition est un grand accomplissement pour le vainqueur. Ça a été une aventure incroyable, pas une course, une aventure pour nous tous. Des sourires de satisfaction, mais aussi de soulagement, les coureurs viennent d'achever un exploit qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Les rapprochements diplomatiques ont parfois des conséquences heureuses sur le sport. Les États-Unis et Cuba se sont détestés pendant des décennies, mais il semblerait que l'administration Obama souhaite mettre fin à cette situation. Un des outils de cette nouvelle proximité, c'est bien sûr le sport. Le triathlon de la Havane a vu arriver une vingtaine d'athlètes américains. C'est de l'inédit. Vous allez voir que ça s'est déroulé dans une ambiance presque fraternelle. Regardez le reportage Michael Friedman. Les États-Unis et Cuba ont connu une histoire tumultueuse au cours de l'histoire. Mais le récent rapprochement entre Washington et la perle des Caraïbes laisse place à de nouvelles opportunités. Et encore une fois, le sport fait office de diplomate. Près de 25 Américains se sont rendus à Cuba pour concourir au triathlon de la Havane. Une participation rendue possible grâce à l'obtention d'une autorisation spéciale délivrée par le gouvernement américain. En tout, ce sont 372 athlètes en provenance de 29 pays différents qui ont fait le déplacement. Mais bien évidemment, les Américains sont au centre de l'attention. Nous traversons un moment spécial avec la normalisation des relations entre Cuba et les États-Unis. Et le sport est aussi une façon de rapprocher les peuples. C'était la première expédition d'une équipe de triathlon américaine en terre cubaine depuis plus de 50 ans. Et les heureux élus pensent qu'ils vont faire des émules pour les prochaines éditions de la course. Je crois que beaucoup d'Américains veulent venir ici et je sais que les Cubains ont envie de nous accueillir aussi. Alors nous avons hâte d'ouvrir la porte. Je pense que les vannes sont ouvertes maintenant et ça ne va pas s'arrêter. L'événement a également ouvert l'appétit des Cubains qui espèrent voir débarquer plus de touristes américains. Le sport est un élément important à Cuba et beaucoup y voient une opportunité de développement économique. Je voudrais que davantage d'Américains viennent par solidarité. Et au-delà de ça, il y a des sportifs de haut niveau qui apportent du prestige à quelconque compétition ayant lieu ici.
Alors que le soleil se couche, le vainqueur est cette fois-ci argentin. Ce n'est que partie remise puisque le gagnant de la catégorie junior est lui américain. Tous les athlètes nous donnent rendez-vous l'année prochaine. Et cette semaine nous a encore fait vibrer, c'est ça la magie du sport. Il y a eu du tennis, du football et surtout le Super Bowl aux États-Unis, des cris, des frissons, des pleurs. On a tous été scotchés devant notre télévision pour ne rien rater de ces événements majeurs. Alors qui était votre sportif préféré? Je vous laisse choisir. Cette semaine sportive a encore été riche en performances. Des finales démentielles, des champions extraordinaires. Alors, lequel est votre préféré? Serena Williams s'adjuge l'Open d'Australie. En finale, elle a écarté sa grande rivale Maria Sharapova. C'est sa 16e victoire de suite contre la Russe. La numéro 1 mondiale remporte également son 19e Grand Chelem, mais reste encore à 3 unités de la détentrice du record absolu, Steffi Graf, avec 22 majeurs. Elle dépasse par contre ses deux compatriotes, Chris Evert et Martina Navratilova, qui sont restés à 18. C'est d'ailleurs des mains de Navratilova que Serena Williams reçoit l'un des plus beaux trophées de sa carrière. Novak Djokovic. Toujours en tennis, Novak Djokovic a prouvé une fois de plus que le numéro 1 mondial, c'est bien lui. Il remporte sans trop forcer son 8e titre du Grand Chelem et son 5e Open d'Australie. Un record. Sa victime en finale est Andy Murray, qui n'a fait illusion que pendant les 2 premiers sets avant de complètement craquer. Il perd même le dernier set, 6-0. Djokovic, lui, savoure son règne sur Melbourne. Toujours en Australie, le pays organisateur de la Coupe d'Asie des Nations en football s'impose à la maison et s'empare du trophée pour la première fois de son histoire. Finaliste malheureux de l'édition précédente, les Soqueros battent la Corée du Sud 2-1 après prolongation. Un suspense qui permet aux joueurs et aux supporters d'encore plus savourer la victoire. Et pour terminer, on traverse la planète pour les États-Unis. Le Super Bowl, c'est une véritable fête, un show à l'américaine, l'une des plus grosses audiences sportives à travers le monde. Et ce sont les New England Patriots qui s'adjugent la 49e édition. Opposée aux champions en titre de Seattle, l'équipe de Boston s'impose in extremis 28-24. Ils empochent le fameux trophée pour la 4e fois de leur histoire. 4 immenses vainqueurs cette semaine, Serena Williams, Novak Djokovic, l'équipe de football d'Australie et les New England Patriots. Alors, quel est votre champion de la semaine? C'est à vous de choisir. Alors des athlètes extraordinaires, c'est sûr, mais nous, la rédaction française d'i24 News, nous avons une petite préférence pour l'équipe de handball. Les Français qui viennent d'être sacrés champions du monde au Qatar ont été reçus à l'Elysée par le président de la République François Hollande avec tous les honneurs. Il y a de quoi. Ils sont maintenant champions d'Europe en titre, champions olympiques en titre et champions du monde en titre. Et si cela ne suffisait pas, c'est la première fois qu'une équipe est sacrée championne du monde à 5 reprises. Cela a évidemment valu un très bel hommage de la part du président Hollande. On l'écoute. Jamais aucune équipe de handball n'avait accroché 5 étoiles à son maillot. Jamais. Et je vous l'ai une fois rappelé, ça fait 20 ans que ça dure. Ça doit être énervant pour les autres. Je vais avoir une pensée pour eux. Pour ceux qui, à un moment, disent qu'ils vont rencontrer l'équipe de France dans une grande compétition. Donc ce mois-ci, encore un bel exploit sportif réalisé par le Qatar. Le petit Émirat a réussi à organiser le mondial de handball digne des millions dépensés. Pour une fois, l'équipe nationale qatari a aussi donné du fil à retordre aux autres participants. Une équipe qui a perdu en finale face à la France, mais dont le niveau montre que l'Émirat a décidé de devenir un véritable poids lourd dans le sport. Mais les stratégies du Qatar ne paient pas toujours en matière de sport. Les explications, c'est tout de suite et c'est avec Lise Barimbo. Les efforts du Qatar semblent porter leurs fruits. Malgré une défaite contre la France, l'Émirat s'est qualifié pour la finale du championnat du monde de handball qu'il accueillait cette année. Une première pour une équipe non européenne. L'équipe s'est livrée complètement dans la bataille et je suis très heureux que nous soyons la première équipe non européenne à arriver en finale. En face, l'entraîneur des experts reconnaît le mérite de la toute jeune équipe qatari. Je pense qu'ils ont cru au fur et à mesure de la compétition, ils ont cru que c'était possible et ils ont failli réaliser
la performance jusqu'au bout. Donc félicitations au travail de Valero, félicitations pour l'équipe du Qatar. Mais le chemin a été long avant ce succès. L'État dirigé par l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani n'a pas cessé ses efforts pour héberger les grandes compétitions. En 2010, c'est la consécration avec l'obtention de la Coupe du monde de football 2022. Nous ferons en sorte que cela marque l'histoire du Moyen-Orient et de la FIFA. Donc encore merci. Merci beaucoup et nous espérons faire de ce rêve une réalité. Et nous vous donnons rendez-vous lors du match d'ouverture en 2022. Malgré les soupçons de corruption, il n'est pas question de lui retirer la compétition pour l'instant. Côté handball, le Qatar a appliqué une politique bien particulière. Sur les 16 joueurs qui composent l'équipe du Qatar, qualifiés pour la finale du championnat du monde, seuls 5 sont qataris. Les 11 autres viennent des 4 coins du monde, dont le français Bertrand Rouanet. Des handballeurs attirés par l'aventure et par l'appât du gain qui ont afflué au risque de s'attirer les critiques des autres nations. Donc ils sont un peu montés sur un nuage. On va essayer de les faire tomber du nuage. Le Qatar n'en est pas à son ballon d'essai. En athlétisme, le Kényan Stephen Cherono, devenu champion du monde en 2003, a été naturalisé qatari en échange d'une rente à vie. Il s'appelle aujourd'hui Saïf Saïd Shahin. Mais toutes les tentatives du Qatar ne fonctionnent pas. En 2011, Mohamed bin Hammam n'a pas réussi à se faire élire président de la FIFA. Il a même été banni à vie de toute activité liée au football. Monsieur bin Hammam est banni à vie de toute activité footballistique de niveau national et international, administrative et sportive. Les échecs sont bien là. La candidature du Qatar pour les Jeux Olympiques 2020 n'a même pas passé la présélection du CIO. Dès lors, que deviendront les infrastructures construites pour le Mondial 2022 qui ont coûté 130 milliards d'euros et la vie de milliers d'ouvriers? Alors, Lise Barenbaum, vous avez réalisé ce reportage. Bonjour, bienvenue. Malgré toutes ces polémiques, on a l'impression que le Qatar quand même marque des points avec ce mondial de hand. Oui, alors le Qatar a de l'argent et ça s'est vraiment ressenti dans la qualité des infrastructures. Les 3 salles qui ont été construites en un temps record étaient vraiment parfaites. Et officiellement, il n'y a pas eu de drame avec les ouvriers qui les ont construites. Alors, autre élément sympathique, la présence des supporters. Les experts français notamment, ils ont pu bénéficier du soutien de 2000 personnes qui sont venues de France à partir de la demi-finale. Et puis, il faut le dire aussi, on avait un petit peu peur que la mayonnaise ne prenne pas, qu'il n'y ait pas trop d'ambiance. Il y a des fans qui ont été recrutés et payés pour assister au match. Et bien finalement, c'est vraiment un mondial qui a rendu le handball plus populaire dans le monde du sport. En tout cas, il y a eu des points négatifs quand même, il faut quand même les souligner. Oui, il y a eu beaucoup de censure, on sait que ça arrive au Qatar, notamment autour de l'équipe qatari qui était complètement isolée dans un hôtel de luxe de Doha. Il y a même des journalistes qui ont été interrompus en pleine interview parce qu'ils auraient posé des questions trop personnelles. Et puis il y a eu des couacs logistiques aussi, des embouteillages, des fans allemands qui ont été interdits d'assister à des matchs alors qu'ils avaient des billets, et puis des animations un petit peu cheap pendant les matchs. Alors c'est bizarre parce que le Qatar avait beaucoup investi notamment sur la cérémonie d'ouverture. Ouais. On en a pris plein la vue avec des concerts de Pharrell Williams, de Gwen Stefani et de Kylie Minogue quand même. En tous les cas, on a beaucoup critiqué cette équipe nationale du Qatar parce que finalement, il n'y a pas beaucoup de Qataris qui font partie de cette équipe. Hein. Oui, c'est une équipe qui est vraiment bâtie sur des naturalisations massives. 3/4 des joueurs ne sont pas originaires du Qatar. Claude Onesta, le sélectionneur de l'équipe de France, était le premier à le regretter, mais on a jeté la pierre un petit peu vite au Qatar parce que d'autres nations ont fait ça avec d'autres sports. Les règles de nationalité étaient beaucoup moins strictes auparavant. Il y a des joueurs de légende, des joueurs de foot comme Di Stefano et Puskás qui ont même joué dans plusieurs sélections nationales au cours de leur carrière. Et puis il y a des sports qui sont vraiment pas regardants comme le rugby, le ski ou le tennis de table. Et au niveau du handball, il faut rappeler quand même que l'Angleterre, au JO 2012, s'est construite une équipe de toutes pièces. Il n'y avait que 8 joueurs qui étaient nés en Angleterre. Ils ont fait appel notamment à des binationaux français. Donc les Qataris ne sont pas les premiers à avoir recours à ce genre de politique. Oui, on parle de hand, mais en foot aussi, hein, il y a un pays qui a l'habitude de naturaliser. Oui, un pays qui est sur le devant de la scène en ce moment, c'est la Guinée équatoriale qui accueille la CAN. Et donc dans son équipe, il y a seulement 4 joueurs qui sont nés en Guinée. Mais selon le sélectionneur, tous les joueurs auraient des racines guinéennes. Il y a 3 ans, le sélectionneur avait même aligné une formation où aucun joueur n'était né en Guinée équatoriale. Et puis il y a des sports qui sont carrément sans frontières, Lise Barenbaum. Alors oui, on a l'exemple du baseball. En 2004, lors des JO d'Athènes, la Grèce, sur une équipe de 21
un joueur en prend 17 qui sont canadiens et américains. Et puis autre exemple, c'est une gymnaste russe, Oksana Chusotinova, qui elle est quand même passée par l'URSS, l'Ouzbékistan et l'Allemagne lors de sa carrière. Merci beaucoup Lise Barem-Beauval et c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous tous de nous avoir suivis. On se retrouve demain bon pied, bon oeil pour encore plus de sport. En attendant, restez avec nous car l'info c'est maintenant et c'est évidemment sur i24 News.